On voit clairement qu'une partie de la population sénégalaise a peur, naturellement, et cette peur-là vient du sentiment d'impunité. Parce que même si ceux ou celles qui parlent à la télé ne sont pas agressés physiquement, ils ont eu des cas d'école au Sénégal. Ils se sont rendus compte que d'autres citoyens comme eux, qui ont des droits et des prérogatives, qui ont des obligations, ont été violentés sans pour autant que cela ait une suite. Et quand ça arrive à votre voisin, cela veut dire que ça peut vous arriver. C'est arrivé à Talisila. C'est par miracle qu'il est encore en vie. Récemment, on parle beaucoup des morts par balles, etc. Mais par exemple, récemment, il y a eu à la Padoue le jeune Ousseynou Seck. Violence policière, il est mort 24 heures après. On n'en parle pas parce que c'est un peu moins glamour, si vous voulez, entre guillemets, pour la presse. Parce qu'il n'est pas mort sur le champ de combat. Vous vous rappelez de Sina Koulibaly à Kédougou, vous vous rappelez d'Abdoulaye Wade Yingou, comme par hasard. Vous vous rappelez du jeune Thiam dont j'ai parlé tout à l'heure à Rufisque. La liste est longue de gens qui ont été violentés, qui ont perdu la mort. Et il y a une certaine forme d'impunité qui fait que les Sénégalais savent qu'à chaque moment, cela peut arriver. Mais j'aimerais développer 2 points, si vous permettez, très rapidement. Il y a une violence physique et morale qui s'exerce sur des catégories particulières de la population. La première catégorie, c'est les hommes politiques. Parce que là, c'est l'occasion de le dire, on est dans le cadre d'une campagne électorale et dans la campagne électorale, encore une fois, les droits doivent être élargis. Les candidats à l'élection présidentielle doivent être particulièrement protégés parce que ce sont des gens qui potentiellement peuvent devenir président de la République dans 2 semaines ou 3 semaines. Regardez ce qui s'est passé encore une fois durant la campagne électorale. J'ai été le témoin direct d'une scène de guérilla urbaine. C'est-à-dire la police qui court derrière un candidat avec des pick-up et en tirant. J'ai été le témoin oculaire. Ce jour-là, j'ai été à l'hôpital pour voir les blessés. D'autres membres d'autres coalitions étaient là avec moi, ils l'ont vu. Et la caravane qui était poursuivie, il y avait un candidat à l'élection présidentielle, il y avait un grand entrepreneur de ce pays, et la police ne s'est pas posé la question de savoir est-ce que les balles qu'ils tiraient pouvaient atteindre leur cible ou non. Ça, c'est un problème. L'instrumentalisation de la DIC, c'est un élément important. C'est une forme d'harcèlement moral qui fait que le pouvoir en place, en instrumentalisant les forces de l'ordre, essaie de dissuader les uns et les autres. 3 ou 4 jours avant l'élection, nous avons une coalition où les membres habitant dans une ville du Sénégal, Rufisque pour ne pas le nommer, tous les responsables politiques de cette ville ont été convoqués à la DIC. Ils y ont passé certains 24 heures, d'autres une demi-journée. Comment pouvez-vous expliquer que ceux qui ont la responsabilité dans leur localité de travailler avec les populations pour collecter des suffrages soient convoqués comme ça de façon très légère pour les entendre au moment où les gens du parti au pouvoir, eux, continuaient à faire leur campagne électorale. Et cela est venu, c'est très important, non pas d'un procureur qui s'autosaisit, non pas d'une police qui essaie de faire une enquête de façon très autonome, mais de la déclaration du porte-parole du président de la République, qui fait une conférence de presse pour dire qu'il y a un candidat qui a recruté 200 nervis qui sont payés pour semer la violence dans le pays. Et sur la base, je dis bien, sur la base des déclarations de ce porte-parole de la présidence, l'administration sénégalaise, la police en l'occurrence, a été instrumentalisée pour semer la peur. Et nous pensons d'ailleurs que si par extraordinaire, c'est juste une hypothèse d'école, parce que nous pensons qu'Abdoulaye Wade ne peut pas passer, si par extraordinaire Abdoulaye Wade passait, ce régime de terreur-là à l'encontre des hommes politiques allait continuer. Voilà, maître, on va parler du port d'armes, pour prendre prétexte sur ce que Dr Diouf vient de dire, par exemple, sur les convois qui sont attaqués. Le constat, c'est que plusieurs politiciens maintenant détiennent des armes. En plus, il y a des civils, des gens en fait qui ne sont pas colorés, qui ont également des armes. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène au Sénégal? C'est lié à une évolution sociale qu'on ne maîtrise pas, ou c'est simplement que les gens sont devenus subitement violents? Ils ne sont pas devenus subitement violents. Ils sont en train d'évoluer dans une société en expansion économique. Et cela va avec, je suis désolé de le dire, dans tous les pays du monde, le développement économique et industriel entraîne son corollaire, quelquefois, de déperdition. Mais avant de répondre à cette question, je voulais quand même, parce que mon ami se focalise toujours sur ces épiphénomènes pour parler de violence politique, etc., etc., violence électorale, etc., etc. Mais la violence électorale, la violence politique n'est pas étrangère au Sénégal. Le stade Demba Diop est là pour le rappeler. Le cas
le docteur qui a été trouvé pendu dans sa cellule du temps de Senghor est là pour le rappeler. Autrement dit, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau et ce n'est pas un phénomène qui est l'apanage du Sénégal. Mais je veux dire, pour justement remédier à cela, le gouvernement de Lanterace est en train de déployer des efforts énormes pour non seulement moderniser sa police, j'en arrive, pour moderniser la police, tous les corps sécuritaires, mais surtout pour permettre à ces policiers d'être suffisamment outillés intellectuellement et matériellement pour pouvoir assurer la sécurité des personnes et des biens. Et ça, je n'ai pas besoin de vous feuilleter les feuilles. Vous avez, chaque jour que je fais, quotidiennement, des cas que vous rencontrez pour vous en rendre compte. Le port d'armes, c'est une autorisation. C'est une autorisation c'est une demande qu'il faut introduire. Et les armes blanches également, on en trouve beaucoup maintenant dans ce pays. Mais les armes blanches, ce n'est pas une nouveauté. Moi, chaque fois, pendant les périodes de Tabaski et de Korité, moi, j'ai des frissons quelquefois quand je traverse les marchés. On vend les armes comme on veut. Ce n'est pas du nouveau. Je suis désolé, c'est peut-être parce qu'on est en train de stigmatiser cela, simplement parce qu'il y a le développement médiatique. Mais ce n'est pas du nouveau ici au Sénégal. Mais et la police est en train, la police est en train de lutter avec. Papy, j'aimerais que vous soyez un arbitre, pas une partie, parce que j'ai l'impression que je suis seul contre deux. Alors, non. Alors, d'abord, le timing, il bénéficie beaucoup plus de temps, et ensuite, vous ne me laissez pas le temps de développer, vous m'entrecoupez avec des questions. Parfaitement, parce que vous m'entrecoupez avec des questions pour m'amener à perdre le fil de mon raisonnement. Et ça, ce n'est pas une bonne idée. Non, c'est juste des relances spontanées. Des relances, je n'ai pas besoin, je suis déjà là-dedans. C'est pas lié. Ne me relancez pas, je suis déjà là-dedans. Alors, ce que je voulais dire, le port d'armes, ce n'est pas spécifique aux hommes politiques. Vous allez au niveau des hommes d'affaires, mais ils ont des autorisations pour porter cela. Et ce n'est pas un phénomène aussi spécifique au Sénégal. Vous allez au niveau des intellectuels, mais des gens, vous voyez beaucoup de gens qui vous dépassent en voiture, mais ils ont souvent leurs armes avec eux, avec leur autorisation. Donc, en fait, ce n'est pas un phénomène qu'il faut peut-être stigmatiser comme ça pour dire que oui, c'est un phénomène constitutif de violence. Non, je suis désolé, parce que quand on en arrive jusqu'à demander l'autorisation de porter une arme, on n'a pas l'intention. Parce que pour qu'on vous donne l'autorisation, il faudra d'abord qu'on fasse une enquête au niveau de la personne qui demande l'autorisation, pour être sûr de son degré de maîtrise. Et c'est ce qui se passe. Avant de vous livrer l'autorisation, on mène une enquête qui conclut à la possibilité que la personne à qui on a donné l'autorisation n'utilise pas cette arme-là pour un oui ou pour un non. Ce n'est donc pas un critère de violence. La violence verbale. Imaginez deux citoyens qui sont égaux devant la société, devant la loi. L'un dit, moi j'ai le droit de faire ceci, mais vous n'avez pas le droit de faire cela. Et c'est ce qui a amené toute cette histoire au préélectoral, parce qu'il y a un camp, un groupe d'individus qui voulaient renier, refuser à un autre groupe le droit de jouir de ses droits. Excusez-moi la répétition. Quand on dit à Ablaye, vous n'avez pas le droit de vous présenter. C'est eux qui sont à l'origine. Mais c'est une violence verbale. Vous n'avez pas le droit de vous présenter. En vertu de quoi eux, ils s'arrogent le droit de dire, vous n'avez pas le droit de vous présenter. Ils sont ni procureurs, ils sont ni juges. C'est des simples citoyens, comme Ablaye Wade en est un, et a le droit de jouir de ce que la loi lui permet de faire. On vous dit, vous n'avez pas le droit de vous présenter, et pour ce faire, nous sommes prêts à donner notre vie. Très bien. Si vous êtes prêts à donner votre vie pour m'interdire à moi de jouir du même droit que vous, je vous donne ma vie moi aussi. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est ce qui a
engendré toute cette violence-là. Ils auraient accepté le verdict du Conseil constitutionnel avant que le Conseil constitutionnel n'ait rendu sa décision. On pouvait spéculer. Moi d'ailleurs, je me refusais à me prononcer en public parce que je disais, j'ai mon point de vue, mais puisqu'il y a une institution qui est seule habilitée constitutionnellement à se prononcer là-dessus, laissons-lui le droit de le faire. Voilà. Quand il a fini de le faire, en citoyen démocrate, la sagesse voudrait qu'on s'aligne derrière cette décision et qu'on aille en campagne. C'est ce qu'ils l'ont compris, l'ont fait, et c'est ce qui a fait que lui, son candidat qui n'a rien compris, est derrière le candidat qui a compris et qui est en train de le drainer derrière lui aujourd'hui. Voilà, on va très rapidement résumer. Il nous reste peu de temps, Dr Diouf. Sur le port d'armes, cela semble être un phénomène, mais... Je vais terminer par le port d'armes. J'aimerais vraiment dire à... Mais très rapidement, il nous reste 10 minutes et il y a Mamfatou qui doit également boucler avant de parler de la Casamance. Très bien, j'aimerais dire à Maître Sen que la vraie violence verbale, c'est quand un président de la République qui est candidat sortant regarde les opposants de ce pays et dit « j'ai pas d'opposition ». C'est ça, c'est une violence verbale, c'est une violence morale. La vraie violence verbale, qui est aussi une violence morale, c'est quand, devant les écrans du monde entier, vous dites « j'ai bloqué la Constitution, je n'ai pas droit à un troisième mandat » et après vous venez dire devant les Sénégalais « je fais du wah-wahet ». Ça, c'est une violence par rapport à nos mœurs, par rapport à nos coutumes et par rapport à nos consciences. La vraie violence, c'est quand vous regardez les 13 millions de Sénégalais pour leur dire « mon fils, Karim, est le plus intelligent d'entre nous et c'est celui qui aurait le droit de nous diriger ». Sur le port d'armes, c'est très important. Maître a beaucoup développé sur les ports d'armes. Bon, ça, c'est du classique. Vraiment, vous les journalistes, vous savez que les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Ici, on parle des cas exceptionnels qui interpellent la conscience des Sénégalais. Est-ce qu'il y a des ports d'armes pour les gourdins? Est-ce que vous avez entendu la déclaration du ministre de l'Intérieur il y a 2 jours ou hier, je ne sais pas, qui dit, voilà, j'ai discuté avec telle personne qui m'a dit, mes talibés ont des gourdins, mais il m'a donné la garantie que ces gourdins ne vont pas être utilisés. Vous pensez que ça, c'est responsable de la part de celui qui est le premier policier du pays? Si demain, il y a des violations le jour des élections et que ces gourdins-là sont utilisés, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'il s'est appuyé sur la loi? Est-ce qu'il ne devait pas essayer de prévenir? Est-ce qu'il ne devrait pas discuter avec les gens qui ont en germe ces violences-là pour ne pas les avoir le jour des élections? Dernier point, les milices privées, parce qu'il en a parlé. Il n'en a pas expressément parlé. Mais quand dans un pays, et ça je le tire de ce que les populations ont dit dans votre reportage, quand les gens ne se sentent pas en sécurité, quand ils sentent que leur administration, leur police ou leur gendarmerie ne sont plus en mesure de leur garantir la sécurité, qu'est-ce qui reste? C'est l'initiative privée. Et ça, c'est vraiment le mal du gouvernement de Wade. C'est que partout où l'État doit intervenir, le Sénégal est en déficit. C'est là où les initiatives privées prospèrent que le Sénégal a un mieux être. Maintenant, à contrario, quand on utilise les milices privées, nous ne les encourageons pas parce que nous n'encourageons pas la violence. Mais il est compréhensible que devant la faillite de l'État par rapport à ces impunités, que les gens essaient de trouver des solutions privées. Nous ne l'encourageons pas, mais c'est un élément d'explication et nous pensons que le prochain gouvernement de ce pays va s'y atteler pour que les Sénégalais vivent vraiment en harmonie avec leur conscience et en paix dans leur propre pays. Voilà. Il nous reste le sujet sur la Casamance parce que nous sommes malheureusement encore une fois rattrapés par le temps. Mais d'abord, Mamfatou pour la question du jour qui sera donc répondue lundi, Inch'Allah, avec nos internautes. Mam, vous nous proposez